coatis de nos partenaires d'Heritat. Donc du coup, donc je rappelais juste que ce webinaire, en fait, il a été organisé suite à la demande qui avait émergé lors des rencontres RITA du mois de mars, des début mars, lors du Salon de l'Agriculture. On avait fait une séquence lors des journées techniques pour commencer à appréhender la nouvelle programmation européenne. Donc Sonia Ramonteux, ma collègue de la cellule Europe de l'ACTA, avait fait une présentation à grands traits parce qu'on n'avait pas forcément eu beaucoup de temps à y consacrer, mais voilà, avait commencé à présenter les grandes lignes du programme Horizon Europe, et dans la discussion avait émergé la demande de poursuivre et d'essayer d'approfondir un peu ces questions, d'où la proposition d'organiser quelques webinaires. Donc, on fait le premier là aujourd'hui. On va repartir, Sonia va repartir un peu de ce qu'elle avait présenté au mois de mars, et puis en allant faire quelques focus sur un certain nombre de sujets bien particuliers. Et puis on a demandé à deux collègues, donc Geoffrey Chiron de l'ITAVI et Mathieu Merle de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, de nous faire un témoignage de leur participation, de leur implication, alors soit dans le montage, soit dans le pilotage, soit dans le fait d'être simple partenaire de projets européens. L'idée, c'est d'essayer de démystifier un peu ces appels à projets européens qui semblent parfois, quand on n'est pas tellement dans la mécanique, qui peuvent sembler un peu inaccessible ou très difficile en tout cas à appréhender. Donc on est vraiment là dans cette... c'est ce qu'on a demandé un peu à Mathieu et à Geoffrey de faire part de leur expérience. Donc l'idée, c'est pas non plus de montrer que c'est formidable, que c'est super facile et qu'il n'y a qu'à, ça va le faire, mais voilà, c'est quand même... l'esprit, c'est voilà, de vous aider à appréhender un peu cette nouvelle programmation, et puis de poser vos questions aussi. Et dans l'idée qu'on a aussi également, c'est de poursuivre, d'approfondir éventuellement d'autres sujets ou d'autres types de projets par la suite. Donc, on est en relativement petit comité, donc je vais balayer pour nos intervenants qui faisaient un peu une idée des personnes qui sont autour de la table. Donc, on a Alizé Mansuy, qui est l'animatrice RITA de la Réunion sur le sujet de la canne, Damien Decante, qui est au GDS de l'île de la Réunion, Diane Rakotomanga, qui est l'animatrice du RITA Mayotte et qui est au lycée à l'EPN de Coconi. Donc, on a Franck Anjalric, qui est mon alter ego à l'animation nationale des RITA côté CIRAD. Freddy Grossard, qui est au CTCS, donc la canne à sucre, le centre technique de la canne à sucre en Guadeloupe. Sébastien Lesage, qui est à la DAF de la Réunion. Manuel Gérard, qui est l'animateur du RITA Guadeloupe. Mathilde Heurtaud, ma collègue à l'ACTA, qui travaille sur plus des aspects fertilisation, bouclage des cycles, mais aussi sur le côté réseau de référence dans les DOM. Nathalie Guerrero, qui travaille à la DAF de la Réunion. Samuel Marchal à la DAF de Martinique. Stéphane Lacroix du GDS de la Réunion et Stéphanie Truillier-Borins, qui est à la cellule Europe du CIRAD. Donc voilà, je pense qu'on est à peu près au complet par rapport aux personnes qui s'étaient inscrites. Et comme on n'a quand même pas beaucoup de temps, je vais passer tout de suite la parole à ma collègue Sonia Ramonteux. Ce qu'on vous propose, c'est qu'elle déroule sa présentation, et si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser dans le chat, mais sinon, on attend la fin de sa présentation pour une petite séquence de questions, et après, on passera la parole à Geoffrey Chiron et ensuite à Mathieu Merle. Voilà, donc Sonia, c'est à toi. Alors, je vais vous présenter donc les grandes lignes d'Horizon Europe sur la période de programmation 2021-2027. Alors, Horizon Europe, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le 9e programme cadre de recherche et d'innovation et développement
donc sur la période 2021-2027, qui couvre l'ensemble de la chaîne de l'innovation. L'objectif, c'est de financer des projets interdisciplinaires et il est doté de 95 milliards d'euros pour l'ensemble de cette période. Des macro-objectifs auxquels il répond, donc il s'agit de renforcer les bases scientifiques et techniques de l'Union européenne, de stimuler la compétitivité de l'Europe, de concrétiser les priorités politiques et stratégiques de l'Union, et également de contribuer à répondre aux problématiques mondiales, y compris donc les objectifs du développement durable. Alors, quelles sont les caractéristiques d'Horizon Europe? Donc, il y a trois types d'instruments, de types de projets qui sont financés. Donc, les RIA, donc c'est ce qu'on appelle les actions de recherche et d'innovation, donc qui financent à la fois donc de la recherche et de l'expérimentation, qui ont des TRL. Alors, TRL, c'est des niveaux de maturité technologique. C'est une échelle de 1 à 9. De 1, c'est le développement de concepts, et 9, c'est le développement le plus opérationnel, voire la mise en marché d'un produit, d'une technologie, d'un service. Et donc le TRL, là, les RIA se positionnent sur des TRL de 4, 5, 6. Et les actions d'innovation, c'est le deuxième type de projet, qui sont des TRL un peu plus élevés. Et donc il y a des dimensions d'exploitation, de business plan qui sont compris dans ce type de projet. Et enfin, le troisième type de projet, ce sont des CSA, donc des actions de coordination et de soutien, donc qui sont plutôt donc des réseaux avec des TRL plus élevés de 8 à 9. Donc ça finance vraiment des réunions, ça ne finance pas de la recherche. Alors l'accès au financement, il est accéléré sur environ 8 mois, 5 mois d'évaluation de projet du moment où le projet est déposé, et 3 mois de négociation quand le projet a été accepté avant le démarrage officiel du projet. Les topics sont assez larges. On verra avec quelques exemples que je vous présenterai un peu plus tard. Les taux de financement, ils sont harmonisés et donc vous allez voir, ils sont très attractifs puisque pour les actions de recherche d'innovation et les CSA, les actions de coordination et de soutien, ils s'élèvent à 100% des coûts directs, auxquels s'ajoutent 25% des coûts indirects. Donc, c'est vraiment très attractif. Et pour les actions d'innovation, donc c'est 100% des coûts directs pour les organismes publics et pour les PME, 70% des coûts directs. Alors, la taille des projets en moyenne, c'est environ entre 5 et 12 millions d'euros. Un petit projet européen, c'est plutôt de l'ordre de 2 millions d'euros. Et il y a des grands projets qui peuvent atteindre 25-30 millions d'euros. Donc le partenariat, le nombre de partenaires est aussi en conséquence, mais c'est vrai qu'il y a généralement au moins 10-20 partenaires minimum dans les projets européens. La durée donc peut être variable entre 2 et 7 ans, mais la majorité, on voit souvent des durées de 4 ans de projet. Alors, pour vous présenter la structure d'Horizon Europe, donc elle se compose sur 3 piliers. Donc, le premier pilier, donc l'excellence scientifique. Le deuxième pilier, c'est sur les challenges, les défis sociétaux. Donc, c'est celui qui va nous intéresser en particulier. Donc, il est constitué donc sur 6 clusters qu'on appelle 6 clusters. Et le 6e, donc c'est sur la thématique qui nous intéresse en particulier, donc sur Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment. Donc, il regroupe en fait 2 défis de la période précédente, Horizon 2020, donc, et à la fois donc l'agriculture, alimentation et environnement, et il est doté de 9 milliards d'euros sur toute la période. Le troisième pilier, donc, qui nous intéressera moins aujourd'hui, donc c'est plutôt sur les questions d'innovation et de technologie. Donc, on va revenir sur ce deuxième pilier, sur le cluster 6. Donc, juste pour vous expliquer que Horizon Europe, donc là, on a vu qu'il y avait ces 3 piliers, ces 6 clusters. Le plan stratégique, en fait, ça définit, ça donne une orientation au programme de travail et puis aux appels à projets qui vont être définis annuellement. Donc, le plan stratégique est défini donc sur les 4 premières années du projet, de 2021 à 2024. Il s'appuie donc sur les priorités politiques européennes et donc en définissant des orientations stratégiques clés pour la recherche et l'innovation.
les programmes de travail, ils sont bisannuels, donc ils sont sur 2 années. Donc, il y en a eu 2021, 2022 qui sont terminés. Et donc là, actuellement, on travaille sur le programme de travail 2023-2024, qui est composé pour notre cluster 6 de 7 destinations, on le verra un peu plus tard, et donc de plusieurs topics qui sont définis, on le verra aussi, par ce qu'on appelle les expected outcomes et le scope du projet. Donc, au niveau de l'évaluation, c'est intéressant à souligner, il y a une petite nouveauté dans Horizon Europe, c'est qu'on distingue les expected outcomes, qui sont les effets attendus de résultats du projet à moyen terme, et les expected impact, qui sont les effets à plus long terme qui sont définis à l'échelle de la destination. Donc, juste pour faire un petit focus sur le PEI Agri, le Partenariat européen pour l'innovation, agriculture compétitive et durable. Donc, c'est pour vous préciser que la dynamique qui a été instaurée pour Horizon 2020, est maintenue pour la nouvelle période de programmation. Alors, l'équipe du service point du PEI Agri à Bruxelles a été renouvelée, c'est en grande partie sur les mêmes structures que ça y est reparti. Et donc, le PEI Agri s'appuie à l'échelle, à Bruxelles, s'appuie aussi en se connectant aux nouveaux réseaux PAC européens et nationaux qui remplacent les réseaux européens de développement durable, développement ruraux, et les réseaux régionaux, les réseaux nationaux ruraux. Donc, juste un petit rappel que les projets liés au PEI Agri se déclinent sur 2 modalités, donc soit les projets Horizon Europe, certains projets Horizon Europe, en particulier donc les projets multi-acteurs, les réseaux thématiques, et une nouveauté qui apparaît dans ce nouveau programme, ce sont les réseaux thématiques de groupe opérationnel. Donc ça, c'est financé par Horizon Europe, et l'autre modalité, c'est les groupes opérationnels du PEI Agri, qui sont, eux, financés par le niveau régional ou national par le biais du 2e pilier de la PAC. L'animation du PEI Agri à Bruxelles, donc elle est permise par des appels à focus group, donc sur lequel, donc au niveau des RITADOM, vous avez participé à travers le focus group sur les réseaux ultra-périphériques. Donc il y en a plusieurs, 3 ou 4 qui sont, où il y a des vingtaines d'experts qui sont, où il y a des appels chaque année, où l'idée c'est de faire un état de l'art sur la thématique. Et ils organisent également donc des ateliers, des séminaires, des conférences. Et il y a une newsletter sur laquelle, si vous êtes J'ai trouvé quelques établissements centres de conférences près de vous. Des newsletters qui, si vous n'êtes pas encore inscrite, je vous invite à le faire parce qu'elle est riche en informations sur des innovations, des résultats de projets issus de Horizon Europe ou des groupes opérationnels. Alors, l'approche multi-acteur qui est issue du PEI Agri, donc ça vise à mettre ensemble à la fois donc, les chercheurs, les conseillers, les agriculteurs, les PME autour d'une question. L'idée, c'est cette approche, c'est d'impliquer tous les utilisateurs, tous les acteurs, et en particulier les utilisateurs finaux et les intermédiaires, d'impliquer dès la phase de planification du projet pour co-développer ensemble des solutions et créer une propriété, de partage des propriétés des résultats. L'idée, c'est de cibler les objectifs du projet sur les besoins, les questions et les opportunités des utilisateurs finaux des résultats. Voilà. Donc, sur l'évolution des règles de participation sur la nouvelle période, donc, au niveau des critères d'éligibilité, donc ça n'a pas changé. C'est toujours au minimum 3 entités légales indépendantes, dont 3 États membres ou associés de l'Union européenne qui sont nécessaires. Mais comme je le soulignais auparavant, le nombre de partenaires est généralement assez important dans les projets. C'est souvent bien plus que 3 pays qui sont 3 États membres qui sont représentés. Alors, l'évaluation des projets. La nouveauté, c'est que la taille des propositions a été réduite à 45 pages maximum pour les projets RIA et les actions d'innovation, et 30 pages pour les actions, les réseaux, les CSA. Donc, du coup, ça nécessite un effort de concision important, parce qu'il y a un template, un format
sur lequel il faut se conformer. Et donc, c'est vrai que c'est quand même un changement important pour soumettre les propositions. Alors, sur les critères d'évaluation, donc un petit rappel, les projets soumis sont évalués sur trois grands critères, à la fois l'excellence, l'impact et la mise en œuvre, l'implementation. Et chacun donc, de ces trois critères sont notés sur 5, donc on a une note sur 15, sur lequel, sur chacun de ces trois critères, il faut un minimum de 3 sur 5 pour être éligible. Sachant qu'il y a souvent un grand nombre de compétiteurs sur un même topic et des propositions, ça se base sur des demi-points près. Et pour départager des propositions assez ex aequo, donc il y a des règles qui ont un petit peu évolué. Donc l'excellence est notée en priorité pour à la fois les RIA et les CSA, puis ensuite l'impact. Et pour les actions d'innovation, il y a d'abord une priorité sur l'impact, puis l'excellence. Ensuite, l'équilibre de genre est aussi pris en compte, ainsi que la diversité géographique et la mise en place de synergie avec la participation des PME. Sur les coûts éligibles, pas de changement. Donc, les taux de financement sont toujours à 100% et les coûts indirects à 25% des coûts directs. Juste une petite modification légère dans le statut dans Horizon Europe pour les instituts qui étaient ce qu'on appelait partie tiers de l'ACTA, dans des consortiums où il y avait plusieurs instituts qui étaient sous le chapeau, sous l'ombrelle ACTA, donc qui ont le statut dans Horizon Europe d'entité affiliée. Alors, j'ai un petit zoom sur le cluster 6, donc, qui nous intéresse en particulier, puisqu'il est donc sur alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Alors, je vais vous présenter le programme de travail. Comme je vous l'ai dit, il est biannuel sur 2023-2024. Excusez-moi, je me suis... donc, le calendrier. Donc, la période, donc, je vous disais qu'il est divisé en plusieurs programmes de travail sur 2 ans. Actuellement, on a le programme de travail 2023-2024 dans son 3e draft. Le 4e et dernier draft est attendu pour juillet, donc ça ne devrait pas tarder. L'adoption, la publication officielle, donc avec la publication de l'appel à projet, est prévue pour, a priori, entre mi-décembre et mi-janvier. C'est les dernières infos qu'on a. Et donc, une date de soumission qui est 3 mois après la publication officielle, donc qui devrait être entre mi-mars et mi-avril. Du coup, pour les 2 étapes, donc ça serait au moins en octobre 2023 que la 2e étape devrait se faire. Donc, les dates sont encore à confirmer parce qu'elles ne sont pas encore mentionnées dans le 3e draft. On espère les avoir en juillet. Pour la structure du cluster 6, donc je vous disais, il y a 7 destinations. Donc, la première, c'est biodiversité et services écosystémiques. La deuxième, même si donc, les 7 destinations vont peut-être sans doute vous intéresser, je mettrai plus l'accent sur la 2e et la 7e. Donc, la 2e, c'est sur les systèmes alimentaires équitables, sains et respectueux de l'environnement, de la production primaire à la consommation. Le 3e, c'est sur l'économie circulaire et la bioéconomie. Le 4e sur la réduction des pollutions environnementales. Le 6e, donc sur les changements climatiques, à la fois adaptation et atténuation, à la fois pour les zones terrestres et océaniques. Le 6e, donc, c'est sur les communautés rurales, côtières, urbaines, résilientes, inclusives, saines, vertes. Et enfin, le 7e, c'est sur la gouvernance innovante, l'observation environnementale et les solutions numériques au service du Green Deal. Donc, ouais, comme je le disais, je vais faire un focus juste après, plutôt sur la 2e et la 7e destination numéro 7. Donc, chacune de ces destinations, elle contient plusieurs topics. Au total, il y a 172 topics qui sont proposés dans le programme de travail 2023-2024. Donc, c'est un gros document qui fait 500 pages. Donc, c'est vrai que c'est un peu notre bible de travail au CEU Europe d'appui. Et donc, là, je vais vous présenter
comme je le disais, sur la destination 2, donc elle se divise en 4 headings, 4 thématiques. Donc la première qui va peut-être vous intéresser en plus particulièrement, c'est sur les systèmes agricoles durables. Ensuite, il y en a un deuxième sur les systèmes aquacoles et les pêcheries durables. Un troisième sur les systèmes agroalimentaires. Et un quatrième sur la coopération internationale. Et donc, chacun de ces 4 headings, ces 4 thématiques, ont un certain nombre de topics. Donc là, par exemple, sur la première thématique, Enabling Sustainable Farming, donc il y a environ une petite quinzaine de topics qui apparaissent. Donc là, on voit donc dans l'acronyme, il y a l'année de publication, donc soit 2023, soit 2024. Donc, c'est des thématiques qui reprennent à la fois donc, les questions de santé animale, bien-être animal, de santé du végétal, de système de culture ou de système d'élevage. Donc, si on peut le voir, les intitulés, on peut prétendre que les thématiques sont quand même relativement larges. Je ne m'attarde pas plus, je ne vais pas les présenter chacune une par une. Juste pour dire que là, on a vu, c'était très intitulé de topic, mais un topic, alors comment ça se constitue? Au-delà du titre, il y a des conditions spécifiques sur le type d'instrument, donc qu'on a vu là, les 3 types d'instruments, le financement, les conditions d'éligibilité particulières, les résultats attendus et le scope. Le scope, c'est à la fois le contexte et les domaines qui doivent être pris en compte dans les impacts attendus. On en détaillera un en particulier un petit peu à la fin de la présentation. On l'a choisi dans la destination 2, dans la partie coopération internationale, c'est sur les systèmes agroforestiers, parce qu'on a considéré que c'était un sujet, les systèmes diversifiés qui pouvaient vous intéresser dans les contextes des DOM. Donc là, je poursuis donc, sur la destination 7, sur la gouvernance, donc qui se décompose en quatre grandes thématiques. Un premier donc, sur les modèles de gouvernance et les soutiens politiques. Le deuxième sur les observations environnementales. Le troisième sur le numérique. Et le quatrième sur les systèmes d'innovation et de connaissances. Et donc, c'est sur celui-là que j'ai extrait quelques topics qui pourraient vous intéresser en particulier. Donc, celui que je vous disais qui est nouveau dans le programme Horizon Europe, c'est donc les réseaux thématiques de groupes opérationnels du PMI Agri. Donc, le deuxième, c'est sur les réseaux thématiques classiques, donc ils sont ouverts toutes thématiques. Donc là, c'est bottom-up en fait. La thématique peut être proposée dans le cadre quand on répond à l'appel à projet, à contrario tous les autres topics qui sont vraiment ciblés sur des thématiques en particulier. Là, on voit le troisième, donc c'est sur un réseau thématique sur l'agriculture biologique. Le troisième sur la biodiversité. Le quatrième, en fait, il y en a plusieurs sur des réseaux de conseillers ciblés sur des thématiques, par exemple sur la réduction de l'usage des pesticides, sur l'usage des fertilisants, sur l'agriculture biologique. Alors, donc pour préparer cet webinaire, avec Sophie et Franck, on a choisi de décrypter un topic, et en particulier celui sur les systèmes agroforestiers, comme je le disais. Donc, dont le titre, c'est dans la coopération donc Europe et Union africaine, donc sur les systèmes, la gestion du système agroforestier pour le changement, pour l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Donc, alors comment c'est à peu près, c'est sur une description, c'est à peu près sur une page. Donc, ça précise le financement. Donc là, on voit qu'il y a 3 projets à 6 millions d'euros qui vont être financés. Les types d'instruments, là, c'est un RIA. Donc une action de recherche et d'innovation. Et donc, il y a des critères d'éligibilité qui sont précisés. Donc là, on voit qu'en plus, il y a des précisions, il y a 3 pays d'origine africaine qui doivent être dans le consortium. Donc, c'est un projet multi-acteurs. Là, je ne vais pas les guerriers avec 5 sauts, donc tout le topic, mais je l'ai surligné
en fluo, enfin les éléments importants ou les mots-clés importants à considérer quand on décrypte un topic. Donc là, les TRL sont précisés. Dans les expected outcomes, le premier paragraphe reprécise un petit peu toutes les politiques, les stratégies européennes à considérer. Donc là, le Green Deal, la stratégie Farm to Fork. Là, l'agenda d'innovation croisé entre l'Union européenne et l'Union africaine. Et donc ensuite, les expected outcomes sont précisés. Donc là, ils sont sur 4 points. Donc la contribution de l'agroforesterie à l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques, la préservation de la biodiversité, une gestion améliorée des systèmes agroforestiers, un aspect sur l'évaluation des performances socio-économiques et environnementales de ces systèmes pour la résilience au changement climatique, et un 4e point donc sur les écosystèmes d'innovation qui permettent d'améliorer la mise en œuvre de ces systèmes sur le terrain. Donc le scope, c'est aussi c'est l'ensemble des dimensions à considérer. Donc là, on voit que les mots-clés autour de viabilité socio-économique, de productivité, de durabilité, de services écosystémiques, de gestion de ces systèmes et de diffusion et de durabilité de ces systèmes. Mais aussi, donc là, les points à considérer. Donc, on voit des espèces de plantes et d'animaux adaptées, locales, l'évaluation des bénéfices, des usages et des fonctions, des mesures de gestion, le potentiel de ce qu'on appelle carbon farming, la question de traçabilité, les connaissances, la mise en œuvre de pilotes agroforestiers, l'approche multi-acteurs, l'importance des disciplines en sciences humaines et sociales, et l'articulation avec un topic qui a déjà été financé dans le cadre de l'appel à 2021 sur un sujet très proche sur l'agroforesterie, et qui n'avait pas une composante coopération internationale. Donc là, c'était juste pour vous montrer concrètement qu'est-ce que c'était qu'un topic, pour vous donner un peu à voir comment, de manière très accélérée, comment on pouvait décrypter un topic. Juste, je reviens sur parmi le questionnaire sur les attentes par rapport à ce webinaire. Il y avait une question qui était ressortie, que je voulais vous partager là, c'est comment les DOM peuvent être intégrés dans les programmes Horizon Europe. Donc, des premiers éléments de réponse, c'est que les partenaires d'Heritat peuvent être intégrés dans ce programme en tant que partenaires avec une compétence spécifique reconnue sur la thématique du topic en question. Ils peuvent aussi participer en proposant un cas d'étude d'un contexte insulaire sur une thématique transversale aux côtés d'autres cas d'études métropolitains. On peut imaginer qu'il y ait à l'avenir un topic ciblé sur les DOM, ça n'a pas été le cas ces dernières années, mais suite au focus groupe sur les RUP, il y a peut-être un lobbying qui pourrait être opportun de mener pour faire monter les priorités des sujets de recherche qui avaient été proposés dans le cadre de ce focus group. Et sinon, une autre option, c'est aussi ce que je vous présentais dans la destination 7, les réseaux thématiques, que ce soit les réseaux thématiques classiques ou des groupements de groupes opérationnels du pays, qui peuvent être à imaginer sur une thématique englobante qui intéresse l'ensemble des RITA-DOM, qui peut être par exemple sur résilience et durabilité des systèmes alimentaires, insulaires, ultramarins et tropicaux. Et donc ça nécessiterait d'y consacrer un temps plus important, et ça pourrait être l'objet d'un futur webinaire pour poursuivre la réflexion. Voilà, je m'arrête là. Merci Sonia. Est-ce qu'il y a des questions suite à la présentation? Alors évidemment, comme toujours, c'est tellement dense que c'est souvent un peu en accéléré. Donc est-ce que vous avez des questions? Alors je ne vois pas le chat, donc prenez la parole directement, si c'est le cas. Moi j'ai une question, si vous m'entendez. Oui. Oui. Oui, Alizé Mansfield-Vercane à La Réunion. On a répondu à une demande du CIRAD concernant un de ces projets Horizon. J'ai mis la référence, ça s'appelle Intercrop Values, Horizon CL6, biodiversité. C'est ça, hein? Ça fait partie du projet Horizon.
Mais vous avez déjà répondu ou vous souhaitez répondre? Alors, en fait, on n'a rien monté, hein. On a juste été contacté pour être partenaire d'un projet sur les plantes de couverture dans différents pays d'Europe. Et ils voulaient un sujet un peu tropical, donc ils sont venus vers le CIRAD à La Réunion sur la canne. Et du coup, on a été contacté pour être partenaire, mais c'est très très lourd. Enfin, on est même pas porteur du projet. On a juste été contacté pour être partenaire, mais en termes de documents à remplir, implications, ça a été très très lourd, hein. On était à 2 doigts de sortir du projet parce que c'est un peu une usine à gaz. Donc moi ma question c'est on a des financements chez nous plutôt sur le plan Ecophyto par exemple ou du FEADER. On a un projet Ecophyto qui arrive à terme d'ici 2 ans. Est-ce que typiquement ça pourrait ce genre de projet pourrait être éligible à Horizon Europe ou pas du tout? Je comprends pas la question. Alors, si vous répondez à un appel d'offres d'Horizon Europe, il faut vraiment rentrer dans le cadre du topic en question. Et après, il n'y a pas de cofinancement possible puisque c'est déjà des financements à 100%. Oui. Après, il peut y avoir des continuités de thématiques entre des projets Ecophyto ou FEADER qui sont sur une thématique très proche de la thématique que vous citiez là sur les intercultures ou les couverts végétaux. Mais comme les projets Horizon Europe sont vraiment un financement à 100%, c'est pas des cofinancements à articuler. D'accord. On est obligé d'avoir, c'est un des critères, hein, d'être plusieurs acteurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, RK, nous tout seuls, être éligible à un projet et demander environ 100 000 € par an pour faire nos expérimentations. Non, c'est pas du tout l'esprit. C'est vraiment des projets collaboratifs. Je vous disais bien, il y a trois pays minimum. Et là, c'est 3 pays, d'accord. Je pensais que c'était 3 acteurs, mais c'est 3 pays. 3 pays minimum. Et dans les faits, c'est un minimum. C'est très rare, même quand il n'y a que 10 partenaires. Enfin, la plupart du temps, il y en a une vingtaine, voire beaucoup plus, en fonction de la taille des financements. Est-ce que ça peut être 3 DOM? C'est considéré comme un... Non, c'est 3 États membres, donc c'est la France. D'accord, ok. Ouais, donc, et après, justement, dans la réflexion sur les RUP, c'est là que le Focus Group qui a réuni des acteurs du Portugal et de l'Espagne avec les RUP de ces pays-là et de la France, avec éventuellement, là, on a trois pays. Mais voilà, la question, est-ce que ça pose plein de questions. Est-ce que ça suffirait ou pas? Est-ce que déjà, si on cible sur une thématique vraiment particulière au RUP, la question de l'impact, et comme je le disais, c'est un critère important qui sont évalués dans les projets. Et là, l'impact, il sera très localisé sur les RUP. Donc, tout dépend de la concurrence sur l'appel à projet. Mais c'est vrai que, comme je le disais, il faut peut-être... soit c'est une thématique qui est dédiée dans un cadre réseau thématique sur les spécificités des DOM, soit ça peut être un cas d'étude parmi plusieurs autres cas d'étude de pays européens métropolitains. Ouais, je comprends. Alors c'est vrai que dans notre cas, au niveau de la canne à sucre, étant donné qu'on est la France est le seul pays à faire de la canne en Europe, ça me semble un peu compliqué de monter un projet avec plusieurs États membres autour de cette filière-là. Et puis, c'est vrai que c'est trop usine à gaz pour nous. On fonctionne là sur 100 000 € par an. C'est pas... Voilà. Oui, c'est pas la. Merci. Alors, je propose que du coup, on passe peut-être tout de suite la parole à Geoffrey, si tu veux partager ton écran. Ouais. Et puis, voilà, tu nous passes part de ton expérience à toi. Alors, j'espère que tu vas déraper un peu moins dans le temps que Sonia. Désolée. Oui, normalement, c'est bon. Est-ce que tout le monde, c'est OK pour mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, au niveau de l'ITAVI, juste pour resituer un petit peu, notre institut, c'est 46 ETP. Donc, ça fait quelques années qu'on a démarré les projets européens, hein, mais c'est pas très long, ça fait une petite dizaine d'années. Et actuellement, du coup, on est sur vraiment 10 projets européens. Je ne vais pas compter ceux qui sont à financement européen avec type PEI ou FEAMP. Parce que c'est uniquement un consortium France, donc je vais plus focaliser la présentation sur les autres.
Donc la grande majorité, c'est des H2020 et il y a également un Interreg en ce moment. Petite particularité quand même par rapport au H2020, on est chef de file pour un projet européen, on est partenaire dans un autre, et ensuite tous les autres, on est tierce partie de l'ACTA. Donc si c'est pas clair pour les gens, ce que veut dire tierce partie, c'est que l'ACTA est partenaire et nous on est des sous-partenaires. Et en fait, c'est l'ACTA qui gère à peu près l'administratif. Bon, ils nous sollicitent pour quelques points, mais c'est eux vraiment le lien avec le chef de file. J'ai souhaité vous parler de deux exemples, donc ces deux projets européens dans lesquels je suis, qui sont vraiment extrêmement différents. Donc, pour vous en dire deux mots, le premier, c'est un projet Interreg qui s'appelle Meat Control. C'est en gros sur la lutte intégrée contre le pou rouge en poule pondeuse, qui est un parasite. Et le deuxième, qui s'appelle Agromix, qui est un H2020, lui, qui vise à évaluer la résilience des exploitations en polyculture élevage et ou en agroforesterie. Donc ces projets sont très différents du fait déjà du taux de financement, puisque bon, H2020, comme l'a dit Sonia, ils sont financés à 100%. L'Interreg, il est financé à 60%, mais avec au final plusieurs dépenses non éligibles qui arrivent au fur et à mesure du projet ou des dépenses qui se font retoquer, ce qui nous amène à un financement qui est plus proche de 50% dans la réalité. Au niveau des partenaires, le H2020, c'est 21 partenaires et 14 pays, alors que l'Interreg, ici, on est sur 7 partenaires et 4 pays. L'Interreg se rapproche plus quand même de la structure d'un CASDAR, hein, mais à l'échelle internationale. Au niveau du rôle de l'Italie dans ces projets, donc pour Agromix, on n'est pas partenaire en tant que tel, on est tierce partie de l'ACTA et on participe à 4 work packages sur 8, mais on n'est ni positionné, on n'est jamais positionné en tant que responsable ni de tâches ni de work package. Par contre, pour Interreg, on participe à l'ensemble des work packages et on est work package leader sur la communication. Les budgets, c'est pas à leur échelle, ce n'est pas des énormes projets, parce que le H2020, c'est 7 millions d'euros, et l'Interreg, c'est 3,4 millions d'euros. Et vous voyez, les projets sont bien entamés, on est plus sur la fin des projets, la fin du projet pour l'Interreg, et on est en milieu de projet pour le H2020. Le bilan que je vais faire, alors bon, je vais essayer de faire un bilan assez clair sans aller dans le détail technique des projets. Au niveau de la gestion administrative, honnêtement, pour Agromix, étant tierce partie de l'ACTA, c'est extrêmement facilité, hein. Là, il n'y a pas à se cacher. Le fait d'être une tierce partie, ça a vraiment allégé l'administratif. L'Interreg, par contre, c'est extrêmement complexe. On a des rapports à rendre tous les 6 mois, financiers et techniques. Le temps consacré, pour Agromix, au final, c'est pas plus qu'un projet, qu'un autre projet, enfin type CASDAR, puisque en fait, on n'est pas responsable de work package. Par contre, l'Interreg étant work package leader, là, du coup, on a vraiment beaucoup de temps à passer, et puis sans compter la gestion administrative. Au niveau de la visibilité, l'Interreg, on fait vraiment partie du programme d'action, donc il n'y a pas de souci. Agromix, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on est sur la résilience des exploitations, mais toutes filières agricoles confondues, végétales et animales. Et comme on n'est ni responsable de tâches ni work package leader, en fait, c'est extrêmement important d'être proactif pour être visible et pour intégrer les éléments de sa filière. Donc nous, donc je suis aviculture, moi, mais on était plutôt pour intégrer tout ce qui était animal. L'avancement des projets, en gros, tout se passe très bien. Interreg, comme un CASDAR, il n'y a pas trop de surprises. Pour Agromix, c'est un peu différent, c'est-à-dire que selon les pays, il n'y a pas forcément la même méthodologie qui est mise en place exactement. Alors, il y a une trame, il y a un cadrage, mais après, il y a quand même une certaine liberté dans comment les travaux sont effectués selon les pays. Au niveau de l'intérêt scientifique, pour moi, l'Interreg, c'est comme un CASDAR, c'est une vision très... c'est un sujet très spécifique, c'est spécifique à la volaille,
Et le fait d'avoir une vision internationale sur comment appréhender cette problématique, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et très enrichissant. Pour Agromix, de même, l'échange international apporte beaucoup de choses. Par contre, il faut faire attention parce qu'on est quand même sur un sujet qui est extrêmement large, puisque ça comprend toutes les filières, un certain nombre de pays avec des contextes différents et puis des climats qui sont aussi très différents. Et enfin, au niveau de la coordination des projets, pour l'Interreg, pas de souci. Pour Agromix, en fait, on est tellement nombreux en tant que partenaires. Donc, il faut faire un peu les liens ne sont pas toujours très évidents et du coup, c'est aussi important d'essayer de renforcer ça. Notamment, c'est aussi le rôle du chef de file et des Work Package Leaders. Juste pour vous faire un autre petit mot sur d'autres projets que là, j'ai interrogé une collègue. Donc, c'est sur 2H2020. Donc, juste pour vous dire un mot sur celui où on est chef de file. Au final, en fait, on se fait accompagner d'un cabinet, ce qui fait que l'administratif est aussi extrêmement simplifié. Et ce cabinet, il est partenaire du projet. Alors, il y a un petit investissement financier, puisque pour le montage, les dépenses sont non éligibles au programme. Mais ensuite, pour tout ce qui est l'accompagnement pendant le projet, c'est subventionnable. Et puis, pour l'autre H2020, les mêmes remarques que précédemment, on est tierce partie de l'ACTA. Au niveau du scientifique, c'est un peu le même fonctionnement. Donc, c'est vraiment une production de réservoirs de connaissances à l'échelle européenne avec un bon fonctionnement et également prendre garde à des projets multipartenariaux où des fois on a un manque de communication ou où c'est nécessaire de recaler le programme d'action. Après, ce que je peux dire, c'est que malgré les problèmes qu'il peut y avoir, il y avait quand même une solidarité interinstitut lors de ces programmes d'action qui permettent aussi d'être très proactifs à l'intérieur des partenaires français. Et puis un petit mot juste sur l'anglais. Donc moi, je suis bilingue, ma collègue l'est moins. Elle disait qu'au début, c'est un peu difficile, mais au final, en fait, ça permet de progresser. Et puis, de toute façon, on est obligé de contourner la barrière de la langue, puisqu'il faut être proactif et puisqu'il faut aussi amener ses idées. En bilan, scientifiquement, on a vraiment un plus au niveau des projets européens parce que par le réseau, par le partage des outils, et du coup, nos outils aussi prennent plus de valeur. Et du coup, on peut découvrir de nouvelles méthodes de travail. Et ce qu'on peut dire un peu, c'est que sur les H2020, un work package, c'est un petit casse-d'art. Donc attention quand même, du coup, pour des sujets qui sont très larges, où on peut avoir l'impression un peu de se noyer dedans. Au final, si on est proactif, ça permet vraiment faut pas se laisser submerger, il faut être force de proposition. Et par contre, il faut vraiment pas négliger le temps à y passer, surtout lorsqu'on a des responsabilités dans les projets. Financièrement, H2020, il n'y a rien à dire, hein. Puisque c'est financé à 100%, et si on a des responsabilités, tout de suite, on a des postes qui sont bien financés. Interreg, par contre, il y a d'autres projets européens comme les Interreg où les taux de financement deviennent compliqués. Et encore plus compliqués que ce qu'on pense, parce qu'on voit afficher 60% et au final, dans la réalité, on a 50%. Et administrativement, l'Interreg, nous, on a eu des démarches extrêmement lourdes et c'est globalement plus lourd concernant les projets européens, mais il y a des possibilités pour un peu contourner ce côté administratif très lourd, soit en étant tierce partie d'un autre partenaire, soit en se faisant accompagner d'un cabinet. Je vous remercie. Sophie, ton micro est coupé. C'est un grand classique. Merci. Donc, je disais merci Geoffrey. Je propose qu'on passe tout de suite la parole à Mathieu et comme ça qu'on ait à la fin quelques minutes pour éventuellement poser des questions sur ces deux témoignages. Ok, très bien. Bonjour à tous. Vous voyez bien mon diaporama? Oui, très bien. Ok. Donc Mathieu Merle, je suis chargé de mission innovation, recherche et Europe à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc deux mots, vous connaissez, je pense, assez bien les chambres d'agriculture.
En Bretagne, on est aujourd'hui une seule chambre régionale avec 550 salariés, dont environ 300 ingénieurs d'études, conseillers, animateurs de territoire. Je ne redétaille pas toutes les activités des chambres d'agriculture, mais ce qu'on arrive à intégrer dans les projets européens aujourd'hui, c'est un pan assez important de notre activité. Ça ne finance pas tout, bien évidemment, mais ça participe au cofinancement de ces activités-là. Donc, le premier pan, c'est la recherche appliquée dans nos 4 stations expérimentales ou auprès d'agriculteurs, de réseaux d'agriculteurs pilotes, de réseaux d'agriculteurs innovants. Ça va être aussi l'innovation qui aujourd'hui chez nous passe beaucoup par des groupes d'agriculteurs qu'on anime. Hein. Il y a à peu près 180 groupes d'agriculteurs animés en Bretagne et donc certains sur de la mise en place de pratiques, du test, de la démonstration, des journées portes ouvertes et ainsi de suite. Ces actions-là, de l'animation du groupe en tant que tel aussi, ces actions-là vont pouvoir rentrer dans des projets européens, notamment des H2020 hier et des Horizon Europe demain. Et puis aussi, alors le volet conseil formation ne rentre pas, par contre, on peut imaginer dans ces projets-là travailler sur des nouveaux outils de conseil, des nouveaux outils de formation. Et aussi, on a eu des projets autour du développement territorial. Voilà, donc c'est-à-dire intégrer au sein d'un projet européen un projet local de développement de territoire avec plusieurs acteurs sur une thématique donnée. Pourquoi on y participe? Premièrement, en Bretagne, on est confronté aux enjeux agricoles communs, on va dire, pour toute l'Europe, quoi. Donc, on a les mêmes enjeux que les autres. Donc, construire ensemble avec d'autres partenaires européens des solutions à ces enjeux-là, c'est aujourd'hui indispensable. Ça nous permet aussi de participer à une communauté européenne de l'innovation, notamment sur l'échange de pratiques, le partage de méthodologies, la création de nouveaux outils. Et je l'ai déjà dit, c'est aussi une opportunité pour saisir des financements d'actions de recherche appliquées, de développement à destination des agriculteurs et des territoires bretons. Pour répondre à la question un peu tout à l'heure d'Alizé, c'est vrai que moi, mon boulot aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de faire rencontrer l'offre, c'est-à-dire les appels à projets qu'on peut avoir, notamment ceux que Sonia a présentés. Voilà, on a une liste, on a des thématiques, on a des fois des opportunités de rentrer dans des consortiums. Mais moi, mon boulot, c'est de voir si cette offre-là correspond à une demande de terrain, de besoin d'innovation des agriculteurs des territoires bretons, portés par mes élus et par mes collègues. Et quand les deux se rencontrent, ça fonctionne plutôt bien. Et là, on rentre dans un projet et on arrive à faire financer des actions de terrain, de la recherche appliquée et ainsi de suite. Enfin, tout ce que je vous ai dit au début. Donc, pour faire ça, je participe à différents réseaux régionaux, nationaux et européens, dont l'objectif est de monter dans des consortiums pour capter l'offre. Et en interne, je vais accompagner les équipes, je dirais à toutes les étapes du projet, que ce soit sur la veille, le montage de projet, ensuite la conduite de projet, quand les projets se passent bien et ainsi de suite. Dans la conduite de projet, moi, je regarde assez peu. Et enfin, la capitalisation. Je vais pas lister l'ensemble des facteurs de réussite, mais ça a déjà été un peu dit d'ailleurs. Mais en gros, 3 points qui nous semblent importants pour réussir à dégoter des projets et ensuite à ce que ça se passe bien. Premièrement, c'est d'investir du temps dans le réseautage et le montage de projets. Ça, c'est clairement mon boulot. Et de relayer ça en interne. Ensuite, je l'ai déjà dit, c'est de trouver l'adéquation entre les objectifs des projets et les enjeux régionaux et notre cœur d'activité. Donc ça, c'est faire correspondre l'offre et la demande. Et puis, c'est s'organiser en interne pour faire monter les collègues en compétences, notamment sur la gestion de projet, d'être en capacité de monter assez rapidement une équipe projet pluridisciplinaire. Souvent, ces projets européens, on va piocher chez des collègues de l'élevage, chez des collègues de l'agro, chez des collègues de l'entreprise, du territoire, et on essaye de monter une équipe projet pluridisciplinaire. Donc, il leur faut une certaine disponibilité et flexibilité dans les plans d'action. Et ensuite, capacité de faire du reporting technique et financier, ça nous est demandé, mais c'est, en tout cas sur H2020, c'est pas plus compliqué qu'un CASDAR, ou c'est pas plus compliqué qu'un projet national ou régional. Et ça a été dit aussi, un niveau d'anglais, mais qui est à avoir. On n'a pas besoin d'être bilingue pour rentrer dans un projet européen. Je ne le suis pas, et c'est parfois un peu folklorique, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Depuis 2015, on a décroché à peu près 25 projets à l'échelle de la Chambre régionale de l'agriculture pour à peu près 2 millions d'euros de financement. Je vous ai mis des exemples, mais je ne vais pas rentrer dans le détail.
mais c'est pour vous montrer la diversité des projets. On a eu des projets sur, en gros, des réseaux européens sur la production laitière, donc ce qui fait le pendant de ce qu'on fait avec l'Institut de l'élevage au niveau de la création de références technico-économiques en production laitière au niveau national. Ben là, avec le projet Rodéry, on l'a fait au niveau national, au niveau européen. Des projets en agro autour des outils de la décision sur la gestion des produits phyto. Livrure, je l'ai dit, c'était voilà, ce projet autour du développement territorial avec 3 projets locaux sur l'énergie, sur des filières, mise en place de filières de proximité. Un projet autour de la fertilisation, un projet autour de l'utilisation du numérique dans le conseil et la formation. C'est le projet Fairshare, le dernier. Et puis, je vais développer un tout petit peu ces deux-là, notamment Nefertiti. Des projets autour de la mise en place d'actions de démonstration, des portes ouvertes, de l'animation de groupes d'agriculteurs pour stimuler l'échange de connaissances entre agriculteurs et la diffusion de l'innovation. Donc, voilà, c'est un des exemples, vous voyez, vraiment un panel très différent, mais dans lequel on a réussi à mettre en lien des actions qu'on souhaitait faire sur le terrain ou qu'on faisait déjà avec cette échelle européenne. Le projet Nefertiti en tant que tel, donc là c'est un projet sur lequel je suis Work Package Leader et Sonia m'avait demandé de zoomer un peu sur ce rôle de Work Package. Donc très rapidement, ce projet c'est 4 ans, 7 millions d'euros. Donc ça fait partie de la moyenne supérieure, on va dire, enfin la moyenne des projets européens. Il y a 32 partenaires, 17 pays. Et en gros, nous, pourquoi on est rentré dans ce projet-là, c'est que ça nous permettait d'échanger avec des partenaires européens sur des thématiques d'enjeux en élevage. Donc l'élevage bio, l'utilisation du numérique en élevage laitier et le stockage carbone dans les prairies, dans les haies et dans tout le système d'élevage. Et donc, on a participé à ces réseaux-là. Donc, ça a fait monter un peu en compétence les collègues et ça a permis de voir ce qui se passait ailleurs. Mais surtout, ça nous a permis de mettre en place des actions concrètes sur le terrain. Comme je le disais, on a fait des portes ouvertes en ferme expérimentale, des portes ouvertes en ferme commerciale. On a animé des groupes d'agriculteurs à l'échelle régionale, mélangeant des agriculteurs, des conseillers et des chargés d'études, chambres ou instituts de l'élevage, voilà, pour réfléchir à comment diffuser ce qu'on connaissait déjà sur ces 3 thématiques-là. Donc moi, mon rôle dans le projet, c'est vrai que être Work Package Leader pour une chambre d'agriculture, c'est pas forcément toujours, c'est pas le cœur de notre métier, hein, clairement. Par contre, moi, ce que ça m'a permis concrètement, c'est voilà, de me créer ce réseau européen, d'être ensuite amené à participer à d'autres projets et de faire rentrer la chambre dans d'autres projets. J'ai coordonné une action dans le projet qui était vraiment une action d'action de terrain, c'était la mise en place de 250 actions par an de démonstration, c'est-à-dire chaque partenaire européen mettait en place sur leur thématique, sur leur territoire, des portes ouvertes et ainsi de suite. L'idée, c'était de collecter ce qui avait été fait, d'avoir une vision globale de ce qui avait été fait et puis aussi derrière de réfléchir aux meilleures pratiques pour conduire ces actions de démonstration. Et donc, l'intérêt qu'on peut avoir, nous, c'est derrière d'appliquer ces bonnes pratiques de diffusion de l'innovation à nos actions qu'on avait en Bretagne et qu'on aura demain en Bretagne. Voilà, ça m'a permis de participer aussi aux autres Work Packages du projet qui étaient assez intéressantes, notamment les cross-visites. C'était des visites croisées par réseau thématique au niveau européen. Donc, on est parti, par exemple, moi, avec des collègues, on est parti en Irlande avec des éleveurs bretons et des collègues conseillers bretons. On est allé en Irlande, on a là-bas rencontré des collègues allemands, espagnols et ainsi de suite. On a accueilli des collègues des 4 coins de l'Europe en Bretagne. On est allé en Allemagne, on est allé au Royaume-Uni, voilà. Donc ça, c'est quand même un côté très enrichissant de ces projets-là, c'est l'échange de connaissances entre les conseillers, les agriculteurs et ainsi de suite. Et puis, participer à la production de livrables, ce qui me permet de bien les connaître et derrière d'essayer de les utiliser ou de les diffuser en interne pour que ça rentre dans les métiers un peu de nos collègues, quoi. Voilà, et concrètement, mon rôle aussi de Work Package Leader, j'ai coordonné l'application de l'ensemble de ces actions sur nos 3 groupes régionaux. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Mathieu. Du coup, je vais ouvrir le bal des questions là. Est-ce que tu peux nous donner une idée du temps que tu as consacré en tant que Work Package Leader? Parce que vu l'étendue du programme et l'étendue des actions, du nombre de partenaires, d'actions qui ont été menées, là, du coup, dans ce que tu disais, on a un peu de mal à voir combien ça représente en termes de volume.
Moi, j'ai tout mis dans le même panier, hein. Donc, c'est-à-dire que mon rôle de Work Package Leader et puis mon rôle de coordination pour la Chambre de Bretagne, j'ai tout mis dans le même paquet. En gros, c'est entre 20 et 30 jours par an D'accord. sur 4 ans. Voilà, donc ça dépasse pas ça. Stricto sensu sur le rôle de Work Package Leader, je pense qu'il y a la moitié de ça à peu près, quoi, entre une quinzaine de jours, on va dire, sur la participation aux réunions européennes, la production de livrables, des rapports techniques et financiers de mon Work Package, autour de 15 jours par an en moyenne, quoi, je dirais. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, juste moi, là, pour rebondir là-dessus, moi, j'étais sur un carton, hein, pour mon projet Interreg où je suis Work Package Leader. D'accord. Après, j'étais aussi, j'étais réalisateur d'action aussi, donc. D'accord, oui, c'est Work Package plus leader du. Non, là, tu parles du projet Interreg. Oui, d'accord. Ok. Et pour compléter, peut-être pour donner l'idée, nous, c'est comme on est une structure où on cherche à faire de l'action terrain, le moins on passe de temps sur la coordination européenne, le mieux c'est quelque part, quoi. Enfin, il en faut pour faire le lien, produire tout ce qu'on a à produire et puis créer ce réseau. Mais sur Nefertiti, moi, ce que je dis, entre 20 et 30 jours par an de coordination du projet, enfin du work package et du projet pour la Bretagne et un peu la France, parce qu'on faisait le lien avec les instituts techniques et ainsi de suite. Mais l'action terrain, on était de l'ordre de 90 à 100 jours par an d'action terrain avec les agriculteurs, mettre en place des démos, animer des groupes et ainsi de suite. Et c'est ça l'objectif qu'on a, c'est pas de passer 100 jours par an pour de la coordination européenne et ne rien faire sur le terrain breton, quoi. Enfin, voilà, c'est clairement l'objectif, c'est d'avoir de l'action concrète sur le territoire, quoi. Je dis souvent, si on est sur du 70-30, c'est bien, quoi. 70 de terrain, 30 de coordination. Voilà, pour une chambre d'agriculture. Après, un institut technique a sûrement d'autres objectifs, et l'INRA et ainsi de suite, encore différents. Mais je dirais que pour une chambre d'agriculture, moi, je suis content quand on a 30% de coordination, 70% d'action concrète sur le terrain, quelque part se voit auprès de nos mandants, quoi. Et toi, Geoffrey, tu dirais? Je pense, parce qu'après moi, le carton, c'était que pour moi, mais après, j'avais d'autres collègues qui étaient associés. Et, ouais, peut-être 60-40 quand même. J'ai peut-être D'accord. un peu plus de coordination. On avait vraiment beaucoup de réunions quand même. Alors, j'ai une question par curiosité. Si un des partenaires ne fait pas le travail qu'il est censé faire, est-ce que ça peut remettre en cause l'intégralité du projet ou juste le work package? Comment ça marche? Ça, c'est déjà arrivé ou pas? Quand il y a des partenaires défaillants, soit il peut être remplacé, enfin, son action peut être reprise par un autre partenaire qui, d'une certaine manière, prend le relais, en fait. Ça peut être cette forme-là, après que ce soit le coordinateur, un work package leader ou un partenaire simple. Mais du moment que c'est une action ou un livrable qui a été qui était fléché comme un livrable du projet, la commission demande à ce que la production soit faite. Après, c'est une réorganisation dans ce cas-là qui est nécessaire pour mener à bien le travail prévu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de votre côté, Geoffrey et Mathieu? Alors nous, c'était au moment du montage, donc en fait, le problème, il a été corrigé, au moment où le projet a été accepté. Donc là, il y a eu, en gros, c'était un partenaire qui s'est désisté, clairement. Et du coup, c'était juste avant le démarrage du projet où c'est un autre partenaire qui a pris en charge l'activité qui était prévue. Et du coup, qui a pris le budget prévu pour le partenaire qui s'est désisté. Ouais, nous, pareil, sur le projet de développement territorial, là, on était au début un peu dans le projet, mais sur un strapontin, et la chambre du sud-est de la France, la PACA, s'est désistée, donc on a pris sa place. Donc voilà, on a pris sa place, son budget, et on a pu mettre des actions. Et après, sur Nefertiti, en tant que work package leader, oui, on a eu quelques acteurs, là, quelques partenaires du projet qui jouaient pas trop le jeu.
Bon, clairement, l'argument financier, il fait mal un peu, quoi. Enfin, quand les gars, ils ont 200, 300 000 euros de budget financé à 100% avec des charges de structure et autres qui font pas le boulot, bah, ils touchent pas l'argent. Bon, donc déjà, quand tu leur dis ça, souvent, ils se réveillent et ils font le boulot. Et puis, mais si ça marche pas, en effet, on répartit le bonheur sur ceux qui restent, quoi. D'accord. Oui, ça dépend du niveau auquel ça intervient. Si c'est des acteurs d'un World Package, ben c'est le World Package, c'est le leader du World Package qui gère. Si c'est au niveau du groupe du World Package entier, ben là ça pose des problèmes et qui sont de notre niveau, quoi. C'est plus après le projet qui va mal. Après, il y a des projets des fois qui sont mis en suspens directement par la délégation européenne locale qui dit bon, bah, attendez, ça va plus. On rééchelonne l'ensemble du projet. Mais quand ça arrive à ce niveau-là, c'est grave. Oui, ce que je voyais comme question derrière ce qu'évoquait Alizé, c'était dans quelle mesure la défaillance d'un partenaire, ça peut impacter le leader, porteur, dans quelle mesure c'est à lui de gérer la situation, quoi. Et dans quelle mesure ça peut l'impacter financièrement aussi, hein. C'est le coordinateur qui est responsable vis-à-vis de la commission, mais après, la réorganisation, voilà, la décision de reporter sur un autre partenaire qui est en capacité de prendre la place du partenaire défaillant, voilà, c'est une discussion avec les partenaires du consortium. Ok. On en est... Oui. Freddy Grossard, c'était Facebook. J'avais une question, peut-être ça a été dit, mais le service distributeur pour ce type de dossier, c'est en région, comment ça se passe? Ah non, c'est la Commission européenne. En fait, après, donc il y a des panels d'évaluateurs indépendants qui évaluent les projets en fait sur un même topic. Quand il y a plusieurs projets, en fait, il y a tout un panel qui évalue les projets, qui sont après coachés par des personnes à la fois des policiers officiers de la DG Recherche et des membres de la REA, l'agence qui épaule la DG Recherche pour le suivi d'Horizon Europe, en fait. Et juste pour compléter, pour les interreg, du coup, c'est à l'échelle Europe que ça se joue, mais il y a des points de contact nationaux. Et c'est super important de rentrer en contact aussi avec les points de contact nationaux pour défendre le projet, quoi. Oui, je sais que Interreg, par exemple, c'est géré en Guadeloupe pour la Caraïbe, c'est géré pas la région Guadeloupe. Donc c'est pour ça que je posais la question. Oui, il y a des secrétariats techniques conjoints. Pour les Interreg, soit l'espace océan Indien ou l'espace Caraïbe, vous avez, j'imagine, des contacts privilégiés près des départements. Alors, je vois qu'on est arrivé au bout de l'heure qu'on s'était fixée. Et ben merci, un grand merci à Sonia, à Mathieu et à Geoffrey. Comme d'habitude, donc on va mettre à disposition les PowerPoint et puis l'enregistrement donc sur Coetis. Et puis comme Sonia l'a un peu évoqué dans sa partie, on vous proposera l'épisode numéro 2. On va essayer d'explorer les réseaux, la partie plutôt réseau thématique. Donc on vous donne rendez-vous le 14 septembre. Et si d'ici là, vous avez des questions ou des points qui nécessiteraient un approfondissement, n'hésitez pas à venir vers nous avec Franck ou moi, et puis on se fera le relais vers les interlocuteurs les mieux à même de répondre à vos interrogations. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin de journée et puis un bon été si on n'a pas l'occasion de se revoir d'ici là. À très bientôt. Merci aux intervenants. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.